Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau le député Oumar Sarr, maire de Dagana, secrétaire général national adjoint du PDS et également coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, Nefatou. Alors, pour briefer nos téléspectateurs, Oumar Sarr, vous avez fait des études au Prytanée militaire de Kadiogo, au Burkina Faso, en mathématiques supérieures et spéciales en France, ingénieur puis docteur en informatique. Vous avez enseigné à l'université Paris 12, à l'Institut africain d'informatique à Libreville et à l'Institut de Dakar. Vous avez été consultant international en informatique et puis sur le plan politique, vous êtes le maire de Dagana depuis 1996. Sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. On note vos passages dans nombre de portefeuilles ministériels. Et depuis 2012, vous occupez le poste de coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais, mais aussi le secrétaire général national adjoint du PDS. Vous l'êtes en même temps député à l'Assemblée. Bien présenté. Oui, je pense que c'est un bon résumé. D'accord. Alors, on y va pour les questions et réponses. Tout d'abord, la Chambre d'accusation a rejeté la requête aux fins d'annulation de la procédure qui vous visait et elle était déposée par vos conseils. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, bon, disons que je l'ai appris dans la presse. Bon, mais cela étant dit, bon, je juge que je suis totalement innocent. Bon, on a voulu me mettre dans une procédure... bon, qui était une procédure politique, hein, juste pour que m'emprisonner, pour que j'aille en prison. Et je pense que tous les Sénégalais et tous les Sénégalais savent que je n'ai absolument rien fait. Hein, donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Qu'ils refusent cette voie-là, il y aura d'autres voies, mais la justice, le droit sera dit tôt ou tard. Et je pense que dans le droit, vraiment, je me sens... je n'ai absolument fait que mon travail, mon travail de responsable politique du Parti démocratique sénégalais. Il y a eu des faits avérés et j'ai écrit un communiqué comme le PDS me le permet, comme les statuts du PDS me le permettent. Donc j'ai écrit un communiqué au nom du comité directeur et sur cette base-là, on m'a mis un mois et quelques jours en prison. Oui. Bon, ça montre un peu l'état du Sénégal, hein. Donc je suis... bon, il y a l'autre, Karim, qui bientôt va faire 3 ans en prison. Oui. Presque dans les mêmes conditions. Donc, bon, ça, c'est vraiment, ça montre qu'il n'y a pas de... Donc vous assumez toujours vos propos? Ah, je l'ai toujours assumé. Je n'ai pas changé une seule virgule hein, de ce que j'avais écrit hein, et dit. Je l'ai dit devant le juge d'instruction. J'assume entièrement, totalement. Il n'y a pas une seule virgule que j'enlève de ce que j'ai dit. Êtes-vous tenté de dire qu'il y a l'épée de Damoclès qui plane toujours sur votre tête? Oui, mais moi je suis un homme libre. Hein. Je suis un combattant politique. Je suis membre du PDS. Et bon, ces attitudes-là ne vont pas changer quoi que ce soit en moi. Je suis un responsable politique. J'assume la responsabilité. Le PDS aujourd'hui est un parti de l'opposition. J'ai été en prison avec d'autres, avec les jeunes, avec des moins jeunes, avec des femmes. Nous avons tous été en prison parce que nous défendions les libertés, nous défendions notre Sénégal, notre vision du Sénégal. Et ça ne peut pas changer. Comment avez-vous vécu votre séjour carcéral? Oui, bon, comme on dit ici au Sénégal, hein, on se dit que bon, c'était dans notre vie, c'est déjà inscrit dans notre vie. Bon, mais cela étant dit, j'ai estimé que c'était vraiment l'expression même de l'injustice, hein, puisque quand même, si j'ai pas le droit d'écrire ou de donner mes opinions sur des problèmes nouveaux qui se posent, ça veut dire que vraiment on est totalement en recul au niveau de la démocratie. Oui, à ce titre, sur quel motif le juge s'est basé pour vous accorder une liberté provisoire? Ah, ça, moi, je ne peux pas savoir. C'est lui, bon, on m'a juste informé que je suis... On vous a notifié quelque chose à la sortie? Oui, mais mes conseils ont demandé la liberté provisoire après que je sois entendu par le juge d'instruction. Et sur cette base-là, ils ont accepté. Je suppose que, bon, il n'y avait pas de raison, disons, de me mettre ou de me garder en prison.
Oui. En sortant de la prison, vous aviez prononcé une phrase qui est restée gravée dans la mémoire des Sénégalais, c'est-à-dire je regrette que le président Macky Sall ne soit pas passé par là. Pourquoi? Oui, mais les conditions de la prison, j'en profite d'ailleurs pour saluer d'abord mes compagnons d'infortune qui sont restés là-bas, soit à Rebeuss, soit dans les autres prisons hein, du Sénégal. Bon, je les salue au passage, mais les prisons au Sénégal sont particulièrement, c'est-à-dire dures, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Les conditions sont inhumaines. Oui, pratiquement, c'est-à-dire, bon, au Cap Manuel, on dit que c'est une prison où il y a certains avantages, oui. mais vitalement, quand je calculais, j'ai calculé, puisque j'avais du temps, j'ai calculé la surface d'une chambre qu'on partageait, 8 mètres carrés, où on était 3, les toilettes sont à l'intérieur, avec les chaises turques. Bon, c'était vraiment une situation assez compliquée. Et les toilettes, vous les calculez, il n'y a pas d'eau, il faut aller chercher l'eau le matin. Et ensuite, j'avais même calculé la surface des toilettes, oui. C'était moins d'un mètre carré. Quand même, c'est assez pénible. Hein. En réalité, bon, je pense quand même, et on en a dit que c'est des prisons qui sont meilleures, les prisons qui sont meilleures, soi-disant. Hein, donc c'est une prison de luxe. De luxe, soi-disant. Oui. Hein, avec je vous ai dit, ces toilettes et la cour, bon. C'est vraiment une punition, c'est une tentative de détruire l'individu. Il faut être fort pour pouvoir, disons, survivre à cela. Bon, heureusement, pour nous autres hommes politiques, nous savons que dans un pays comme le Sénégal, il n'est jamais exclu qu'on soit en prison, donc nous étions préparés à cela. Et ça, bon, ça ne peut pas nous détruire, loin de là, ça ne peut que renforcer nos convictions. Hein, et c'est ce qui s'est passé. En tant qu'élu du peuple, que comptez-vous faire pour que les conditions changent dans les prisons sénégalaises? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'un gouvernement doit faire. Hein. Bon, c'est vrai qu'en tant que député, on n'a pas beaucoup de moyens d'intervention, puisque c'est le gouvernement qui doit quand même changer les prisons, qu'on ait des prisons modernes, quand même. Les prisonniers, bon, c'est dans un pays de droit, il peut y avoir des prisonniers, bon, il y a quand même la présomption d'innocence. Donc on doit travailler à ce qu'il y ait vraiment des prisons digne de ce nom, digne d'un pays moderne. Et ça, bon, je pense que c'est l'État qui doit le faire. Nous devons travailler dans un gouvernement futur, quand nous allons gagner l'élection présidentielle. Nous devrions travailler à vraiment moderniser Rebeuss et les autres prisons qu'il y a au niveau du Sénégal. Et le fait d'aller en prison, ça nous éveille en quelque sorte. Quand je dis que Macky Sall aurait dû aller en prison, je pense qu'il allait réfléchir 1000 fois avant de nous amener, avant d'amener ses anciens camarades, ses anciens frères de parti, avant de les amener en prison. S'il avait fait la prison, je pense qu'il aurait un peu mieux réfléchi. Parce que c'est lui qui est principalement le principal commandateur quand même des prisons. Hein, c'est lui qui... Est-ce qu'on peut parler de camaraderie entre le président Sall et les libéraux? Bon, nous avons vécu quand même beaucoup d'années ensemble. Hein, et bon, nous avons traversé... Nous avons vécu ensemble, hein, que c'était vraiment un camarade, c'était un ami. Hein. Bon, aujourd'hui, malheureusement, quand il a pris le pouvoir, il a choisi de taper sur ses anciens frères et sœurs, et ça, c'est dommage. Hein. Je ne pense pas, moi, en tout cas, ce n'est pas la vision que j'ai de la politique. Hein. Bon, on peut gagner, mais ses adversaires ne sont pas tous mauvais. Il ne faut pas essayer de les écraser, de les humilier. Ce n'est pas ça, pour moi, la politique. Bon, il a gagné une élection qui était importante. Nous avons perdu l'élection présidentielle de 2012, mais je pense qu'il y avait un autre cadre de discussion, surtout pour des amis. Hein. On s'est fréquentés, on s'est beaucoup fréquentés, on a beaucoup discuté sur tous les sujets. On a été longtemps dans le gouvernement ensemble.
Donc, je pense que la solution, ce n'était pas de nous mettre en prison. Oui, passé ce dossier, on en vient à évoquer le cas du candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade. On nous apprend que le juge d'application des peines a corsé ses conditions de détention, et ça veut dire que l'étau se resserre autour de Karim. Oui, mais vous savez, Karim est en prison. Moi-même, on a pu rester un jour, hein, avant qu'on me change de prison, on a pu rester un jour à Rebeuss. Mais il est particulièrement digne. Les conditions ne peuvent pas le changer. Hein. Bon, il va bientôt faire, le 17 avril, hein, il va bientôt faire donc 3 ans en prison. Et vous savez, vous avez tous suivi au niveau de la CREI, au niveau des différents jugements. Il n'y a rien de sérieux réellement contre c'est un prisonnier politique, c'est un otage politique. Et le fait de changer ces conditions-là ne vont pas changer Karim Meïssa Wade. Lui, il est déjà assez clair dans sa tête. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il est là. Et il ne va pas leur faire le plaisir de rechigner ou de demander une visite, 2 visites de plus pour des conditions plus humaines. Non, ça, il ne fera pas. Et pour le combat visant à le libérer, vous le continuez? Absolument. C'est vraiment une injustice, comme je l'ai dit, hein, avérée au niveau du Sénégal. Bon, au niveau international, il y a des combats qui se mènent. Hein. Vous avez dû suivre au niveau de Paris notamment. Il y a les juges aussi, hein, qui traitent ce dossier-là. Au niveau du Sénégal, c'est vrai que nous avions le référendum qui vient de se passer, mais pour nous, vraiment, dans nos dossiers, dans notre valise, disons, le cas Karim est un cas des plus importants. C'est notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous pensions que ce serait que Macky Sall allait respecter ses engagements, que l'élection aurait eu lieu en 2017. Bon, maintenant, apparemment, c'est en 2019, mais c'est notre candidat à la prochaine Finalement, élection. c'est en votre faveur. Oui, mais il ne peut rien faire contre nous. Nous savons, on va, les conditions peuvent changer, mais nous savons bien où on va. Aujourd'hui, notre candidat est en prison. Oui. Nous allons nous battre à nouveau avec les autres ou sans les autres. Nous allons nous battre, en tout cas, pour la libération de Karim Meïssa Wade. C'est vraiment un point clé de notre démarche. Pourtant, dans le PDS, on dit qu'il y a des responsables qui ne veulent pas que Karim sorte de la prison. Donc ça, c'est des histoires qu'on raconte. Il n'y a personne, vraiment, je peux jurer, même mettre ma main sur le Coran, il n'y a aucun responsable qui refuserait la libération ou qui ne se battrait pas pour la libération de Karim. Bon, mais tout le monde ne mouille pas le maillot dans ce combat. Oui, je pense que les conditions ne sont pas toujours aussi faciles. Hein. Bon, je comprends les uns et les autres, hein. Bon, mais on se bat, il faut redéfinir ses forces. Il faut quand même le PDS déjà se restructure pour mieux mener ce combat-là. Bon, mais je pense que tous les responsables, hein, honnêtement, je pense que je ne vois aucun responsable, que tous ceux qui sont restés dans le parti-là, je pense qu'ils mènent ce combat-là. Bon, maintenant, ceux qui sont partis, ils avaient déjà préparé leur valise depuis longtemps, mais ça... c'est une autre histoire. Oui, Wade Père, Maître Abdoulaye Wade, au courant de la semaine, dans une interview exclusive accordée à Walfadjri FM, a confié que pour une première dans l'histoire politique, il n'a pas financé vos activités dans la campagne pour le référendum. Donc le PDS peut fonctionner sans Maître Abdoulaye Wade. Oui, bon... Il a dit, cela étant dit, nous avons encore besoin du président Abdoulaye Wade, hein, qui est quand même le secrétaire général national, qui a ses conseils, qui nous appuie sur le plan, disons, de tous les jours, hein, sur le plan du travail, sur le plan de la définition de nos tactiques et stratégies. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a une expérience que personne n'a, hein, en politique. Bon, sur le plan maintenant financier, c'est vrai qu'il y a quand même, il a expliqué les conditions dans lesquelles... il a été victime d'un vol. Oui, bon, aujourd'hui, bon, le PDS doit pouvoir se structurer, avoir ses propres moyens et financiers et pouvoir fonctionner dans une campagne sans son intervention. Jusqu'à présent, c'est lui qui a financé
exclusivement toutes les campagnes du PDS jusqu'aux dernières locales. Oui, sous la houlette de Oumar Sarr, comment vous avez fait pour financer votre campagne en vue du référendum? Ça, bon, d'abord, le référendum, il faut dire que ce n'était pas simplement le PDS. Nous avons eu une coalition. Il y a eu la coalition du non, il y a eu beaucoup de partis, d'associations et de mouvements qui étaient avec nous dans cette bataille-là. Je pense qu'avec eux, nous avons défini un plan financier. Hein. Bon, mais vous savez, nous n'étions pas particulièrement riches. Hein. Pour se déployer le régime, les publicités, les meetings monstres, ça c'était le pouvoir. Mais nous, à notre place, donc nous avons mené une autre campagne, mais il fallait des moyens quand même minimum. Il fallait être représenté dans les bureaux de vote, il fallait amener, transporter certains électeurs pour qu'ils puissent aller voter. Bon, il y a quand même des dépenses importantes, bon, mais en relation avec nos alliés, nous avons pu vraiment subvenir à ces besoins. D'accord. Le référendum, on en vient pour analyser les résultats du scrutin avec 38,26% de taux de participation. Le oui l'emporte avec 62,70% contre 37,29% pour le compte du non. Vous l'appréciez comment? Déjà, vous dites qu'il y a eu 38% de participation. Oui. C'est la première fois au Sénégal où il y a 38%. C'est-à-dire donc sur 100 Sénégalais, seulement 38 sont allés voter. Et c'est quand même, c'est-à-dire, les Sénégalais n'ont pas voulu de ce référendum, de manière générale. Nous avions dit dès le départ, attention, il y a ceux qui ne vont pas voter, il y a ceux qui vont voter, et nous allons faire en sorte que ceux qui vont voter votent non. Mais les Sénégalais, de manière générale, ne peuvent pas comprendre ce référendum. C'est-à-dire, quelle est la raison d'être de ce référendum? C'est-à-dire qu'aucune personne sérieuse ne peut expliquer pourquoi on est allé à un référendum. Donc 38%, c'est même beaucoup, vraiment, parce que les Sénégalais n'ont pas voulu de ce référendum. Bon, dans la mobilisation pour le non, il y a eu beaucoup de Sénégalais qui étaient avec nous, mais parmi ces Sénégalais, ils étaient contre le régime, contre le référendum, et certains d'entre eux ne sont pas allés voter. Donc, de manière globale, mais parmi ceux qui sont allés voter, il y a quand même, vous m'avez dit, il y a près de disons, 40%, pratiquement, qui ont voté non. Qui ont voté non. Oui. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un rejet massif du référendum. Certains n'ont pas voulu voter, et une bonne partie des gens sont allés voter en disant nous ne votons pas, nous ne sommes pas d'accord avec. Donc, c'est un échec cuisant pour le... Et si on vraiment fait un calcul très simple, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection, on peut se baser sur les autres résultats, on peut se baser sur la dernière élection présidentielle. Macky Sall lui-même, au deuxième tour, a eu pratiquement 1,9 million et quelques voix. Aujourd'hui, au niveau du référendum, ceux qui ont voté oui, il y a 1,3 million et quelques. Donc ça veut dire qu'il y a près de 700 000 personnes qui sont désistées, c'est-à-dire qui ont voté Macky et qui, maintenant, ne veulent plus de Macky. C'est que c'est une défaite vraiment cuisante quand on fait ces calculs-là et quand on regarde le nombre de gens qui ont refusé d'aller voter et qui votaient pour lui, qui étaient d'accord avec lui et qui ont refusé. Et dans le pays réel, quand vous allez dans les départements, dans les communes, les gens ont été mobilisés en se disant quand même que Macky en fait trop. Il disait en Wolof, Macky tam nu yeb. Mais c'est-à-dire qu'il en faisait trop avec ce référendum. Oui. C'est-à-dire comment, alors qu'il a renié sa parole. C'est lui qui a fait campagne en 2012. Il avait dit, moi, en 2012, quand je serai élu, je vais faire 5 ans. En campagne, pour le deuxième tour, et certains ont voté pour lui parce qu'il avait promis de faire... Le Wade disait en ce moment-là, moi j'ai besoin de 3 ans pour terminer mes projets. Oui. Et il a dit 5 ans. Et donc, il a trompé consciemment. Il a trompé donc son monde. Et là, il fait un référendum. Pourquoi? Alors qu'il a dit qu'il va faire en fait 7 ans. 7 ans. Donc, il n'y a plus d'objet. Et quand vous regardez vraiment le fond, les Sénégalais ne sont pas dupes aussi. C'est-à-dire, bon, j'ai vu quelquefois dans certaines discussions, certains savants pour dire que c'est bon, ces référendums, ça va renforcer le PSE, ça va, enfin, n'importe quoi. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a que des actes de gouvernance, des actes de gouvernance qu'il y a au niveau de ce référendum. Et ça,
Macky Sall a été élu pour des lois, pour pouvoir mener à bien sa politique. Il n'avait pas besoin de ce référendum. Personne ne peut justifier vraiment ce référendum. Mais comme le oui l'a emporté, est-ce que ce référendum traduit une volonté populaire? Non, non, c'est un rejet, comme je dis, c'est un rejet total. Pas aller voter, et le non aussi est là, présent, massif, dans toutes les communes, dans tous les départements. Donc c'est un rejet. Pour nous, on ne peut pas vraiment se baser sur ce référendum pour élaborer une politique. De toute façon, en réalité, quand on regarde ce qu'il propose pour le référendum, il n'y a absolument rien. Il propose quoi? Il propose de nouvelles lois. De nouvelles lois, il n'avait pas besoin de ce référendum pour le faire. Il propose, je ne sais pas, par exemple, que les Sénégalais de l'extérieur puissent avoir des députés. Il y a 10% des Sénégalais de l'extérieur qui ont voté. 10% qui ont voté pour ce référendum. 10%. Donc il n'y a pas eu d'engouement? Non, mais donc il dit, c'est un projet phare pour lui. 10% ont voté. Comme les militaires d'ailleurs, et policiers, qui ont voté à 10%. Donc ça veut dire que les gens rejettent. Et quand vous regardez, au fond, c'est-à-dire que même ce projet-là de diaspora, de député pour la diaspora, il y a quand même des faiblesses. C'est-à-dire que, bon, c'est des projets sur lesquels nous avions travaillé avant. Ah oui? En réalité, et Macky le sait, et en réalité, il y a des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, les députés, par exemple, ils sont élus sur la base de la population. La population dans les différents départements et la population globale. Donc il y a un critère qui est défini à partir de là. Donc pour les Sénégalais de l'extérieur, on va prendre le critère population ou on va prendre un autre critère. Probablement, ce qui est plus probable, on va prendre le critère population électorale. Et donc il y a 2 poids 2 mesures. Au Sénégal, on prendra la population et pour l'extérieur, on prendra la population électorale. Ou bien alors on va faire une nouvelle loi où il y aura que la base de calcul des critères, la base de calcul sera la population électorale. Mais ça, est-ce qu'on a besoin d'une constitution pour aller élaborer sur ces questions-là? Comme sur les autres questions, hein, c'est-à-dire toute autre question que vous prenez, il parle du haut conseil des collectivités locales, des collectivités territoriales. Personne ne sait ce que c'est. Il a dit simplement c'est un conseil qui sera mis en place qui ne va pas voter des lois. Bon, c'est tout. Et sa position, c'est juste après le gouvernement et avant le Conseil économique, social et environnemental. Donc, rien, personne ne peut aujourd'hui expliquer pourquoi on a fait ce référendum. Oui. Donc, personne. En parlant de rejet, comment accueillez-vous ce non catégorique venant de Touba? Ah oui, c'est-à-dire les Sénégalais sont dignes, et ça c'est... bien sûr, on a parlé de Touba. À Touba, il y a un rejet quand même manifeste. Je félicite en passant tous nos responsables et tous nos alliés qui se sont battus pour ce nom. Ils ont eu vraiment une victoire éclatante à côté des autres départements hein, où aussi on a gagné. Comme Dagana. Non, de Dagana, on n'a pas gagné le département, mais on a gagné la commune. Bon, maintenant, il y a des départements comme Sédhiou, comme Goudomp, que nous avons gagné. Il y a des départements qu'on a failli gagner, où on est très proche vraiment comme Bambey, etc. Donc, il y a vraiment, comme Kébémer, il y a beaucoup de départements où vraiment on n'est pas loin, disons, de la victoire. Et bon, donc il y a vraiment une région comme la région de Diourbel, un peu, disons, l'Interland, les pays qui sont autour, où il y a vraiment une force du nom qui est quand même remarquable. Et je dois féliciter vraiment tout le monde. Et ça montre que en fait, il y a un rejet plus profond. Hein. Quand vous regardez ici à Dakar, où il gagne, il y a 30% de participation. Dakar, Pikine, Guédiawaye, 30% de participation. C'est-à-dire donc, 7 Sénégalais sur 10 ne sont pas allés voter. Et c'est quand même remarquable. Donc, avec ce rejet de la région autour de Touba et disons, ce refus d'aller voter dans les capitales départementales ou même dans certains départements, ça montre que vraiment il y a une situation nouvelle. Et quand vous regardez, et moi je regarde toujours, quand vous regardez les participations, il n'y a presque aucun département où il y a eu une participation de plus de 50%. Presque aucun département. En fait,
bon, en réalité, ils vont vous dire qu'il y a 3 départements, mais c'est 50,07 ou 50, donc c'est Koungheul, donc c'est des départements comme ça, où il y a 3 qui ont dépassé les 50%. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un registre, les gens ne sont pas... C'est le fait vraiment remarquable. Et Macky, quand il faisait sa campagne, il avait dit, donc, je compte d'abord sur la participation. C'était le mot qu'il avait employé, sur la participation et sur le vote oui. Un oui massif. Un oui, oui. Donc, et ça c'est clair. Donc il n'y a pas eu de participation du tout, et il n'y a pas eu un oui massif, donc c'est un échec total. Et d'ailleurs, ils n'ont pas jubilé. Il y a certains seulement qui font des communiqués parmi eux, mais ils n'ont pas jubilé du tout, parce que c'est une défaite, vraiment, c'est une victoire du peuple, et qui a refusé ce référendum. Oui. Pourquoi le Front du Non, regroupé autour de la coalition Gorcha Wahdia, conteste les résultats du référendum? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit d'abord que, en réalité, bon, donc les gens ne sont pas allés voter. Il y a eu un résultat important, et ensuite, un résultat du non important, et ensuite, la préparation. Quand, en moins de 2 mois, on a décidé du référendum, on a fait la campagne, on a voté, donc la campagne a duré 1 semaine. Et on ne nous a pas donné les moyens, on ne nous a pas donné par exemple le fichier électoral, on a demandé, écrit, redemandé, ils ont refusé de nous donner le fichier électoral qui est un élément important de contrôle, alors que la loi nous permet de contrôler à tout moment, même pas en élection, en période électorale, en tout moment de contrôler le fichier électoral. Donc ils ont refusé, ils ont utilisé des moyens colossaux, hein, la corruption à tous les niveaux. Quand vous allez dans certains bureaux de vote, vous sortez, vous présentez le bulletin du non, on vous donne 5 000 francs, on vous donne 10 000 francs. Et même dans l'après-midi, dans certaines zones, on est allé jusqu'à donner 30 000 francs, disons, pour le bulletin du non. Donc, tout ça, ça a montré une corruption pendant la campagne. Vous avez vu des sacs de riz, où on met vote oui, hein, mais un sac qui vote oui, donc vous allez l'avoir pour pouvoir voter. Mais quand même, ils ont utilisé les moyens de l'État, ils les ont utilisés à des niveaux insoupçonnés. Et nous avons dit quand même ça, c'est pas une campagne électorale. Et même dans Dakar, quand vous voyez les panneaux, si vous voyez 1000 panneaux où on a mis oui, 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 et après vous voyez un petit panneau où on met un non, alors que l'État devrait être quand même non partisan, l'État au-dessus des partis. Et ça, ce n'était pas vraiment le cas. Dans ces conditions, on ne peut pas parler vraiment de scrutin référendaire équitable. Donc on ne peut pas reconnaître ces élections, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu vraiment de référendum. Oui, mais au sens où on entend. pensez-vous qu'une requête aux fins d'annulation du scrutin peut prospérer? Oui, on est en train de travailler sur ça. Il y a eu des cas manifestes, hein, il y a eu des cas manifestes où, par exemple, je donne un exemple, où ils ont distribué pendant la nuit les cartes d'électeurs sans passer par les commissions de distribution. Donc, par exemple, chez nous, dans le Dagana, à Rosbeccio, il y a eu une plainte, parce que dans la nuit, et le gars a reconnu, il a dit, il a donné le nom des personnes qui ont donné les cartes pendant la nuit. Donc, ça, c'est à une échelle importante. Hein. Alors qu'on parle de la panne d'une machine au niveau de la direction de l'automatisation. Quelle panne? Bon, je ne crois pas. Hein. Vraiment, comment un État comme le Sénégal peut avoir une panne de ce type-là? Bon, quand même s'il y a une panne, il y a des copies, il y a des copies, il y a des moyens de tirer autrement. Quand même, bon, on n'est pas des... Bon, on n'est pas né au dernier hivernage, hein. Bon, donc quand même il y a une situation. Ils racontent des histoires, c'est-à-dire qu'ils ont voulu frauder et organiser la fraude. C'est pourquoi, en quelque sorte, personne ne peut reconnaître. Et ils ont distribué. Je dis, quand ils ont vu que nous avons refusé qu'ils votent avec des récépissés, parce qu'ils voulaient voter avec des récépissés. Quand nous avons refusé, ils ont retravaillé leur machine et ils ont tiré dans les nuits ou dans les journées, ils ont tiré, ils ont donné à leurs militants. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc, dans ces conditions-là, il est pratiquement impossible de reconnaître une élection quelconque. Hein. Oui. Concernant l'achat des consciences, que peuvent faire le FMI et la Banque mondiale pour visiter ou bien essayer de fouiner un peu sur le financement de la campagne dans le camp du pouvoir? Oui, on a dit d'abord il y a l'OFNAC. Parce que quand même c'est un constat. Les riz qu'on donne, l'huile qu'on donne là, avec des couleurs du vote oui, c'est-à-dire les achats des bulletins, ça, n'importe quel contrôleur le constate sur le terrain. L'OFNAC, peut quand même calculer les moyens
importants, colossaux qui ont été dépensés pendant cette campagne-là. D'où ça vient? Et ils ont parlé de 2 milliards, 3 milliards pour les dépenses au niveau de l'État. Mais d'où ça vient? Qui a été vraiment distribué à des marabouts, à des grands électeurs, un peu partout dans le pays. D'où ça vient? Donc il faut quand même qu'une structure comme l'OFNAC enquête sur cela. Et ensuite, on a dit, bon, quand même, les bailleurs aussi qui financent et qui contrôlent certains projets doivent quand même se dire, mais cet État-là qui est quand même a des difficultés pour payer les salaires et brusquement dépense des dizaines et des dizaines, peut-être même une centaine de milliards pour un référendum qui ne méritait même pas d'être programmé. Donc, il faut quand même que nos bailleurs aussi réfléchissent et proposent des solutions. Enquête surtout, parce que quand même, ils ont pris l'argent quelque part. Ça quand même, nous pensons que les bailleurs et l'OFNAC doivent se ressaisir et essayer de faire des enquêtes plus importantes. Oui, pour revenir sur les résultats du référendum, à part vous, à Dagana, Modou Diagne Fada, à Darou Mousti, on voit que les têtes dures de l'opposition ont été décapitées dans leur base politique. Non, on ne peut pas dire ça. Ma sœur Edmouj a gagné. Bon, le député Lamine Thiam a gagné à Kébémer. Enfin, tous les presque députés ont gagné chez eux. Les différents maires ont gagné pratiquement chez eux. Bon, au niveau en cas du PDS, il y a beaucoup qui ont quand même gagné. Notre frère Idriss Seck a gagné quand même dans la commune de Thiès, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de responsables qui ont gagné. Mais ce qui s'est passé, c'est quand on parle de ça, on parle surtout de Dakar et environ. Je vous ai dit, à Dakar, il y a eu 30% de participation. Donc, les Dakarois, à Pikine aussi, 32 ou 33% de participation. Pareil à Guédiawaye. Et donc, les Dakarois, les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont au niveau de la région de Dakar n'ont pas voulu aller voter. C'est ça qui s'est passé. Donc, il n'y a pas... Et puis, la différence n'est pas importante. Hein. Quand vous regardez les résultats au niveau, par exemple, de la ville de Dakar et les résultats au niveau de la ville de Pikine, Guédiawaye, les résultats ne sont pas importants. Les résultats sont relativement serrés. Donc, ce qui a fait la différence, ce sont les Sénégalais qui sont dit que vraiment aller voter, c'est comme si on reconnaissait la nécessité de faire ce référendum-là et ils ont refusé d'aller voter. Le taux d'abstention. Le taux d'abstention, ok. C'est ça. À Dakar, 7 Sénégalais sur 10 ne sont pas allés voter. Et ça, c'est quand même un effet important. Bien sûr, il y a eu en même temps des achats de conscience, comme on a dit. Il y a certains grands électeurs, certains maires, ils ont mis de l'argent, ils ont discuté. Et même, ils sont allés encore plus loin. Dans certaines communes ou communautés rurales, ils sont allés dire, tel projet-là va démarrer, mais si vous votez pour le non, ce projet ne va pas avoir le jour. Ils ont berné les populations. Ils ont berné, c'est-à-dire qu'ils ont promis et menti. Par exemple, vers chez moi, ils ont soi-disant commencé une centrale solaire en disant que la centrale solaire la plus importante de l'Afrique de l'Ouest, alors que c'est une centrale de 20 mégawatts quand même, alors qu'il y a des centrales solaires de 160 ou de 150. Bon, donc il y a vraiment, c'est pas la même chose. Donc ils ont voulu, comme vous dites, berner les populations. Ailleurs, ils ont dit, la route là, on va la commencer si vous votez pour le oui. Si vous votez pour le non, alors à ce moment-là, on sait que vous ne voulez pas de nous, on va faire le projet ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont essayé, dans les communes, dans les communautés rurales, c'est là où ils ont essayé vraiment de faire la différence. Mais même là, je vous dis, j'ai regardé, même là, les gens, même à Matam, il n'y a pas eu un vote de plus de 50, il y a un vote de 40 et quelques %. Donc même les Matamois ne sont pas allés voter. Et après, ils ont dit non, il faut changer les critères parce que... mais ces gens-là, ils sont allés voter en 2012. C'est le même fichier électoral. Et il y avait eu 60%, 55% ici, etc. de participation. Mais pourquoi ils ne sont pas allés voter? Oui. Et donc, c'est ça Et militez-vous pour une refonte du fichier électoral, puisque le ministre de l'Intérieur en parle? Mais le ministre de l'Intérieur, d'abord, nous, vraiment, on a un problème avec le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, il ne doit pas être chargé des élections.
c'est un ministre quand même qui est à pair, c'est un maire à pair, un responsable à pair. Et il ne peut pas être au-dessus des partis. Il est partisan, il est à mort partisan. Donc, cette personne-là qui n'a jamais rencontré les partis politiques, et qui n'a jamais rencontré les partis politiques pour préparer les élections. Il n'y a jamais eu d'échange entre vous jamais. Et le ministre de Juste l'Intérieur. à la veille du référendum, on s'est rencontrés. De nous donner le fichier électoral. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est un engagé dans son parti. Il ne peut pas organiser des élections. Nous demandons vraiment qu'il y ait un autre ministre pour gérer la question électorale. On ne peut pas être à pair et gérer de manière transparente de gérer les élections. Donc ça, c'est un autre problème qu'il y a. Bon, je suis dans le cadre ministère, mais il ne faut pas être chargé vraiment des élections. Et quand il publie les résultats du référendum, cela fait quoi? C'est grave. Je me dis que il va trop loin, et trop vite. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a certains responsables APR qui l'ont immédiatement condamné. Quand même, il veut en même temps être même la commission de recensement. Mais parce que c'est ça qu'il fait en réalité. C'est-à-dire qu'il a géré jusqu'au bout tout ce qui est élection. Il dit que c'est inutile. Pour lui, c'est inutile le recensement national des élections. C'est inutile. Il pense même que peut-être la CENI, CEDA, tout ça, c'est inutile. Bon, parce que c'est lui qui fait tout. Et c'est anormal. Et nous disons depuis le début qu'il faut le changer. Si on veut des élections transparentes, on ne peut pas avoir une personne comme Abdoulaye Daouda Diallo au niveau du ministère chargé des élections. Ça, c'est impossible. Oui. Il n'a qu'à se charger de la sécurité ou d'autres choses, mais il ne peut pas être chargé des élections. Oui. Dans vos stratégies de campagne, on constate que le Front du Non s'est focalisé surtout dans les villes, mais ne s'est pas en tout cas investi dans les campagnes. Oui, mais on nous a dit, quand ils ont programmé, bon, déjà, eux, ils étaient au courant, ils se préparaient, ils ont utilisé les moyens de l'État, et ça aussi, c'est un autre problème. Toutes les voitures AD, les trucs, tous les moyens de l'État, quand même, les plus importants, ils sont allés un peu partout. Mais nous, on a eu une semaine de campagne. Une semaine, ils ont défini une semaine pour la campagne. En réalité, en une semaine, on ne peut pas aller partout. Moi-même qui vous parle, j'ai voté à Dagana, je milite à Dagana, mais moi-même, je ne suis pas rentré dans une maison à Dagana. Je n'ai pas fait campagne dans une maison à Dagana. Pourquoi? Je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait être au niveau national. Et ensuite, à Dagana, j'ai juste fait une caravane du non. Et ensuite, après, je ne suis pas rentré. Je n'ai pas pu entrer dans une maison. En une semaine, on ne peut pas faire une campagne digne de ce nom. Ils n'ont pas voulu une campagne. Ils ont voulu, en fait, empêcher la campagne. Et ils ont défini vraiment des critères. Ils n'ont pas donné de fichier. Ils nous ont mis dans un contexte vraiment difficile. Et même ceux qui étaient à Dakar, en une semaine, on a démarré en 3 ou 4 jours, il fallait faire tout Dakar. Ce n'est pas possible. C'est impossible de faire les communes urbaines, c'est impossible de faire les communes rurales. Donc ça, en une semaine. Donc eux, ils ont utilisé les moyens de l'État, ils ont utilisé les directeurs, les ministres, enfin tous ceux qui ont des positions dans l'État, ils ont dit descendez avec les moyens de l'État. Et ils ont descendu avec les voitures, on les voyait, avec les voitures de l'État et les moyens de l'État pour faire campagne. Oui. Et ça, c'est quand même une catastrophe. Puisque les carottes sont déjà cuites, à votre avis, qui devra être le chef de l'opposition? Le chef de l'opposition, ça c'est... Bon, oui, par exemple, ça c'est en même temps un des mensonges qui a été introduit dans le cadre de ce débat-là. Bon, déjà, la Constitution parlait de l'opposition et attendez, et Macky Sall, un mois ou en tout cas le premier trimestre après son élection, il avait annoncé déjà une loi pour réglementer cette question de l'opposition. Un mois, je dis, après son élection en 2012. Au lieu de faire cette loi, 3 ans après ou 4 ans après, il dit il fallait la Constitution pour faire cette loi. À l'évidence, nous, on n'est pas... Le PDS est le principal parti de l'opposition. Il a été à l'élection présidentielle, il a été aux élections législatives. Donc ça, il n'y a pas... S'il y avait vraiment un calcul quelconque, le PDS est incontestablement le premier parti de l'opposition. Et le président Wade a bien expliqué, oui, d'ailleurs, qu'avant...
on a voulu mettre en place ces lois et ces mécanismes du chef de l'opposition, mais il y avait un problème à ce moment-là entre le PS et l'AFP, puisque l'un était majoritaire en voix et l'autre était majoritaire en nombre de députés lors des élections législatives de 2001, je crois. Hein? Donc peut-être ce sera le député Omar Sarr, puisque vous êtes le secrétaire général national adjoint du PDS. Maître Wade, lui, il a presque rendu le tablier du PDS. Non, mais nous avons un chef, c'est quand même le secrétaire général national. Hein? Donc, mais c'est une discussion, ça c'est vraiment, le secrétaire général national, c'est Maître Abdoulaye Wade. Donc, discussion autour de ça. Mais et le chef de l'opposition pourra être M. Omar Sarr. Le chef de l'opposition pourra être le président Abdoulaye Wade et le président Abdoulaye Wade pour nous. Hein? Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais c'est quand? C'est-à-dire, vous savez, on va vers les élections législatives de 2017. J'espère qu'ils ne vont pas encore reporter ces élections législatives, parce que ça, c'est aussi un de nos projets, de reporter et d'amener les élections législatives vers 2019. Bon, donc on est pratiquement dans quelques mois, on sera en campagne pour les élections législatives. Donc c'est vraiment en fin de mandat législatif qu'ils pourraient mettre en place. Oui, justement, à propos d'élections, entre 2012 et 2016, le Sénégal a organisé 4 joutes électorales. C'est de trop? Et ça va continuer, puisque vous savez, en 2017, donc il y aura, je suppose, les élections législatives. En 2019, il y aura les élections locales et l'élection présidentielle. Donc, 2016, on a eu une élection. 2017, il y aura une élection. 2018, les locales, c'est pour 2018. 2019 pour les locales. Donc, il y aura 2 sortes d'élections, l'élection présidentielle et les élections locales. Donc, je ne sais pas comment. Donc, le Sénégal sera permanemment en élection à partir du référendum là. Oui. Et ça, c'est le régime qu'il a en fait préparé ou mis en place. Hein. Et ça va être difficile pour le pays. Le pays ne va pas travailler. Le pays va aller d'élection en élection. Et ça, c'est quand même... Est-ce profitable pour notre économie? Non, ce n'est pas profitable. Macky Sall aurait dû aller en élection présidentielle en 2017. Comme ça, les choses allaient se clarifier et il y aura un autre mécanisme qui sera défini, un autre calendrier qui sera défini et le pays va travailler. Mais Macky Sall a refusé d'aller en élection parce qu'il sait que s'il va en élection en 2017, il allait être battu. Donc, il a refusé d'aller en élection en 2017. C'est ça qui désorganise totalement le mécanisme électoral au Sénégal. Oui, à l'Assemblée nationale, Maître Ousmane Ngom a démissionné de son poste de député. À ce sujet, qui sera son remplaçant? On avance des noms comme celui de Mamadou Lamine Keïta et Aliou Sow. Oui, bon... Et qui va choisir même son remplaçant, le PDS ou bien? Non, mais en réalité, bon, au niveau il y a un mécanisme qui est défini par la loi hein, au niveau de la liste nationale, puisqu'il s'agit de la liste proportionnelle nationale. Il y a, avec le départ d'Ousmane Ngom, il y a, je pense, Mamour Cissé qui doit suivre. Après Mamour Cissé, je cite de mémoire. Hein, oui. Après Mamour Cissé, je pense qu'il y a Aliou Sow. Après Aliou Sow, il y a Keïta. Après Keïta, il y a Baragay. Bon, donc c'est ça. Et la parité? Non, un homme n'est remplacé que par un homme. À cause de la loi sur la parité, un homme est remplacé par un homme et une femme par une femme. Okay. Donc c'est ça qui fait que je citais que les hommes qui viennent après. Hein? Bon, mais sinon, bon, donc ce n'est pas une question qui est réglée. Bon, on va voir quels sont ceux qui sont encore membres du parti, comment ils vont le faire. Bon, donc ça, c'est l'Assemblée qui devra régler ces l'Assemblée ou le PDS? Oui, mais en partie, il y a l'Assemblée et le PDS. L'Assemblée va dire respectons la loi, va dire à Mamour Cissé, c'est vous. Si Mamour Cissé décline, après ils vont contacter la personne suivante, etc. Bon, maintenant, il se peut qu'il y ait quelques conflits à ce niveau-là. Bon, mais nous attendons vraiment de voir. Oui, avec cette nouvelle défection, on constate que la saignée continue dans les rangs du PDS. Oui, mais non, c'est pas une nouvelle défection. Ousmane Ngom n'est plus militant du parti depuis longtemps. Il n'était plus actif. Oui, depuis très longtemps. Déjà, il avait démissionné du groupe parlementaire en octobre dernier. Et bon, mais il n'est plus actif depuis très longtemps. Il n'a même pas voté aux élections locales dernières à Saint-Louis. Donc, bon, il était vraiment pas actif. Hein. Bon, donc c'est pas une nouvelle saignée. Oui.
À Dagana, Oumar Sarr règne depuis 20 ans. Alors dites-nous, quelle est votre approche pour avoir cette longévité? D'accord, bon, vous avez l'occasion en même temps de remercier tous mes parents, tous les électeurs qui sont de Dagana, qui sont du département de Dagana, d'ailleurs de tout le Wallo, et tous les électeurs du Sénégal, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui sont vraiment battus pour le nom. Bon, maintenant, Dagana, bon, on a des relations qui sont des relations pratiquement fusionnelles, hein, bon, parce que je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas et je suis eux. Donc quand ils me voient, ils savent bien que là où je suis, quand je parle, ils se voient en moi. C'est une relation pratiquement fusionnelle. Bon, je regrette un peu ce qui s'est passé au niveau de l'élection référendaire, puisque bon, vous savez que mon bureau de vote finalement a été saccagé. Et donc je suis près un des rares Sénégalais à ne pas connaître son résultat, puisque l'APR a décidé de saccager parce que le nom était tellement massif comme dans le bureau de vote, et ils ont saccagé, détruit l'ensemble des bulletins. Finalement, le bureau a été annulé au niveau national, hein, au niveau de... Mais il y a une procédure judiciaire qui a été engagée. Oui. Bon, la personne, le responsable à pair, puisque c'était un mandataire à pair, hein, qui a détruit les PV et détruit les bulletins. Et il est actuellement en prison. Bon, il y a une procédure. Bon, mais ça montre que quand même... bon, on a gagné à Dagana commune, on a gagné tous les bureaux de vote, il n'y a pas eu de problème particulier, sauf ce problème-là, quand peut-être qu'ils espéraient gagner mon bureau de vote au niveau de Dagana, alors que ça, je ne pense pas que ça soit possible. Bon, mais bon, donc j'ai des relations fraternelles, je me sens bien avec eux, ils sont bien avec moi. Bon, donc c'est ça, je pense. Et cette nouvelle rivalité entre vous et le ministre Mankeur Ndiaye? Il n'y a pas de rivalité. Mankeur est un jeune frère. Hein. Il n'y a pas de rivalité. On n'est pas... Il essaye de vous détrôner à Dagana. Ah, en tout cas, il a comme dessein de vous détrôner là-bas. Ah, je ne sais pas, hein, bon, parce qu'il y a certains responsables, disons, de l'APR qui sont au niveau de la commune de Dagana, qui se battent à leur manière. Bon, mais nous ne sommes pas, j'allais dire que nous ne boxons pas dans la même catégorie à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau de la commune de Dagana que les choses peuvent changer. Bon, ils ont essayé au niveau du département. Il y a d'autres responsables, mille autres responsables qu'il y a au niveau du département de Dagana. J'ai vu qu'ils font beaucoup de publicité pour dire qu'ils ont gagné dans le département de Dagana. Bon, mais bon, en tout cas, dans la commune, les choses sont claires. Et dans le département aussi, je vous ai dit que je n'ai pas pu faire campagne. Les choses vont changer au niveau puisque je ferai campagne dans tous les villages, dans tous les hameaux, et je me reconnais, on se connaît, quoi, comme on dit, hein, au niveau des populations du Wallo et moi. Il y a une relation qui est là depuis plusieurs années. Donc au niveau des élections législatives à venir, les choses vont fondamentalement changer, puisque je serai non seulement dans la commune, mais je serai aussi dans le département, et je ferai campagne pour la victoire de la liste qui y aura autour du PDS. Oui, s'agissant de la coalition de Gorcha Wartia, réunissant le Front du Non, est-ce que cette dynamique unitaire va continuer après le référendum? Bon, au niveau de la coalition, donc, nous avons d'abord tenu un point de presse pour exprimer notre point de vue, hein, sur notre rejet du référendum. Ensuite, on avait envisagé de tenir rapidement un atelier pour vraiment discuter à fond sur ce qui s'est passé au niveau du référendum, comment nous avons fonctionné, les aspects positifs et les aspects négatifs. Et à ce moment-là, il va y avoir une discussion sur quels sont ceux qui veulent continuer. Ça ne peut plus s'appeler la coalition du non, puisque le non est dépassé. Ce qui bon, donc il y aura une discussion sur ceux qui veulent continuer le chemin ensemble pour lutter contre les projets de Macky Sall. Bon, donc il y a une discussion
transition qui va être menée. Mais nous, en tout cas, il y a déjà un peu, avec le PDS, il y a le Front patriotique pour la défense de la République qui existe et que nous allons renforcer. Il y avait aussi un cadre, disons, de concertation avec les leaders de l'opposition qui existait. Bon, aujourd'hui, il y a cette coalition du non. Je pense que l'opposition sénégalaise devrait vraiment se renforcer et gagner. Et déjà, vraiment s'appuyer sur la campagne qu'ils ont menée là, identifier les faiblesses et se préparer à gagner et à gérer le pays. Oui. Et je crois que nous devons forcément taire certaines querelles. La gestion du pays, on reste avec ce nom. L'an 4 de l'accession au pouvoir de Macky Sall a vécu. Quel bilan tirez-vous de son magistère? Aujourd'hui, bon, il a fait 4 ans. Bon, nous pensions faire le bilan du quinquennat. Bon, il a fait 4 ans. Il n'a rien fait de positif dans le pays. Il a, comme on dit, le bilan positif, c'est le fait de nous amener en prison ou d'attaquer Walfadjri. J'en profite d'ailleurs, bon, vraiment parce que dimanche dernier aussi, il y a eu une attaque en règle contre la télévision et ça, c'est inacceptable en démocratie. En même temps, un jour d'élection, on dirait qu'ils avaient tout orchestré. Bon, donc vraiment, le pays va mal en termes de démocratie, en termes de liberté. L'économie est bloquée. Tout le monde dit partout le pays est maquis. Donc il n'y a plus d'argent qui circule. Oui. Les projets ne marchent pas. L'argent a circulé juste le temps d'une élection, le temps du scrutin référendaire. Et le jour-là, et autour du référendum, il y a eu beaucoup d'embouteillages parce qu'il y a beaucoup d'argent distribué par-ci, par-là. Mais ça s'envole. Donc le pays va mal. Et objectivement, on ne peut pas prendre un secteur donné et dire qu'il y a une réussite là. Et je pense qu'il est conscient de cela. C'est pourquoi il n'a pas osé, pour moi, il n'a pas osé se présenter en 2017. Et bon, mais personne. Il n'a pas de bilan. Pour moi, il n'a aucun bilan. Bon, comme on a dit, hein, il y a beaucoup de projets que nous avions définis, même entamés en 2012. Et même, je vois dans certains de nos départements, je vois des projets que nous avions démarrés qui sont encore bloqués. Et vous avez eu des projets importants comme l'aéroport qui sont pratiquement bloqués aujourd'hui. Et bon, tous les grands projets sont là, sont figés. Il a un régime pratiquement figé et le pays recule. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Je pense qu'il a un problème de démarrage déjà. Hein. C'est qu'une voiture, quand vous avez un problème de démarrage, je pense qu'il y a un problème. Depuis le début, il a ce problème-là. Il ne sait pas où il va. Il n'y a pas de boussole très, très claire. Et bon, il a défini son Yonou Yokote qui était juste une profession de foi électorale. Il a dit que c'est ça son programme. Et ensuite, après, il est dans le PSE, comme j'ai toujours dit que le PSE c'est une espèce de sucette là qu'on donne à tous les Africains là. Tout chaque président africain, Bénin émergent, Cameroun émergent, Gabon émergent, maintenant Mali émergent, enfin, partout ils ont leur émergence. C'est un slogan. C'est un slogan. C'est pas en réalité il y a pas de vie derrière, il y a pas de le pays bloqué et donc ça c'est une situation qui est là et que nous vivons et aujourd'hui la situation sociale va se détériorer parce que quand même il a dépensé des milliards alors que les enseignants sont là, les personnels de la santé est là, il y a les secteurs vitaux qui sont là et qui avaient besoin de cet argent-là pour pouvoir fonctionner. Il y avait des accords sur lesquels ils étaient d'accord et au lieu de respecter leur engagement en termes d'accords, ils ont préféré prendre l'argent et les dépenser au niveau du référendum. À propos, comment jugez-vous l'indifférence manifeste de l'État à l'égard des grèves répétitives des enseignants?
Oui, c'est ça que je disais. Bon, donc, eux, ce qui les intéressait d'abord, c'est de prendre le peu de moyens que nous avons et d'organiser le référendum. Bon, c'est-à-dire ils ont signé des accords. Et même Macky Sall récemment les a invités, je crois, à un déjeuner de travail. Oui. Enfin, il y a quelques Au mois mois. d'octobre. Au mois d'octobre, voilà. Mais ça n'a rien donné. Et les enseignants supérieurs sont en grève, les enseignants du second, tous les enseignants sont pratiquement en grève aujourd'hui. Le pays va mal, le pays est chaud. On sent que il peut y avoir du jour au lendemain quelque chose de plus grave, hein, une grève générale, une insurrection ou en tout cas quelque chose qui peut changer radicalement le pays. Nous, on ne souhaite pas cela. On souhaite que le Sénégal vive en démocratie, continue de se gérer en toute démocratie. Mais en tout cas, ce n'est pas le chemin que nous empruntons là. Là, nous sentons le danger un peu partout au niveau du pays. Et cette menace terroriste, comment vous l'appréhendez? Parce qu'on avait visé Abidjan, Bamako et Dakar et Ouagadougou. Après Abidjan, Ouagadougou, Bamako, est-ce que ces attaques peuvent venir à Dakar? Oui, bon, c'est des questions sérieuses. Bon, je ne souhaite pas, bien sûr, personne ne souhaite qu'il y ait d'actions terroristes au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de notre pays. Bon, il y a une situation, il y a un contrôle de plus en plus accentué. Bon, mais je pense, j'avais dit à un moment que c'est peut-être Macky Sall le principal terroriste, quoi, parce que bon, il faut préparer la nation à se défendre. Il faut que la nation soit unifiée. Il ne faut pas amener les uns en prison, insulter les autres, casser des télévisions, menacer. Ça fait que le pays ne constitue pas un bloc, quoi. Et quand le pays est un bloc, personne ne peut l'attaquer. Les gens, ils parlent. Il y a une désunion. Oui, ils passent par des fissures pour attaquer le terrorisme. Quand il n'y a pas de fissures, le terrorisme n'a pas de voie. Et malheureusement, ce qui se passe dans le pays ne protège pas contre le terrorisme. Et ça, c'est dommage. Oui. En parlant du terrorisme hors de chez nous, on a vu qu'après Paris, Bruxelles a subi des attentats. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en guerre contre ses propres fils, puisque ce sont des Européens, même s'ils ne sont pas d'origine, qui sont les acteurs de ces attaques? Oui, j'ai suivi avec beaucoup de peine ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. J'ai suivi en Belgique, notamment, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Un peu avant, en novembre, ce qui s'est passé à Paris. Et c'est vrai que l'Europe a créé des monstres, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas, le fait d'avoir tué Kadhafi, d'avoir cassé presque la Libye, d'avoir fissuré la Syrie, d'avoir vraiment attaqué le monde musulman de manière incompréhensible. Ce fait-là a bouleversé le monde. Et je pense qu'en partie, ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et depuis l'Irak, l'Iran, bon, il y a eu vraiment ces révolutions arabes toutes fabriquées. Je pense qu'ils sont en partie responsables de ce qui s'est passé. Ça ne justifie pas, mais ils sont en partie responsables. Ça veut dire que dans toutes les politiques-là, il faut vraiment savoir mesurer, être vraiment c'est-à-dire gérer comme il faut, parce que quand même la paix dans le monde n'a pas de prix. Oui. Honorable député Omar Sarr, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le maire de Dagana, secrétaire général national adjoint du PDS, également coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Je vous remercie, Fatou. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, Adjaratou Aïssatou Diagne, Mam Sidi Diop, Ousseynou Sall et Abibatou Ndour, sans oublier Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.
Tena